Dans la solitude opulente du château Dubois, le milliardaire Jean-Pierre Dubois fait une découverte qui va ébranler les fondations silencieuses de son existence, la fille de sa femme de chambre, recroquevillée dans la pénombre de sa cuisine, en train de dérober des restes. L'impulsion qui le saisit n'est pas la fureur, mais une résolution soudaine qui va sceller à jamais leur destin. Dans ce palais où la richesse étouffe tout bruit, le gargouillis d'un estomac affamé devient une symphonie assourdissante. À 10 ans, Chloé Dubois est une ombre furtive, une experte des recoins obscurs où elle traque les reliefs destinés aux ordures, car la faim est une anarchiste qui ignore les convenances. Mais quand l'homme à qui tout appartient surprend l'enfant qui ne possède rien, un seul instant de détresse pure va faire imploser la distance qui les sépare. Car derrière les façades de marbre et les dorures se tapit une vérité qu'aucun des deux n'est prêt à affronter. Ceci est bien plus que l'anecdote d'une enfant pauvre prise la main dans le sac. C'est la chronique de la façon dont une faim dévorante a su apaiser le vide d'un cœur en ruine. Une enfant de 10 ans savait instinctivement que dans une demeure si vaste et si quiet, la faim était le cri le plus perçant. Chloé Dubois suspendit sa respiration, son petit corps aplati contre la paroi métallique, froide et vibrante, du grand congélateur de la réserve. Encore une petite minute, suppliait-elle en silence. Juste le temps que les pas pesants de Madame Leroy s'évanouissent au loin sur le marbre du couloir. La cuisine du château de M. Dubois était un univers en soi, plus vaste que leur petit appartement tout entier. C'était un royaume d'acier inoxydable, de cuivre rutilant et de plans de travail en granit noir dont la froideur semblait permanente. Chloé, menue pour son âge, avec une chevelure de la couleur de la soie de maïs, connaissait chaque recoin sombre de cette pièce. Elle en avait dressé la carte, nuit après nuit. Sa mère, Manon, était employée ici. C'était elle qui astiquait les parquets jusqu'à ce qu'ils reflètent les visages comme des miroirs. Ce soir-là, Manon était au 3e étage, affairée à préparer les 20 chambres d'amis jamais occupées, retournant les épaisses couvertures. Elle devait être exténuée. Ses pieds devaient être un brasier de douleur. Sa toux, cette toux qu'elle s'efforçait de dissimuler, devait être plus rauque. Une crampe familière tordit l'estomac de Chloé. Il était 21h04. Un déclic sec signala la fermeture de la porte de la réserve. Le silence retomba, total. Chloé compta jusqu'à 60, ses lèvres esquissant les chiffres sans émettre de son. Puis, elle se faufila hors de sa cachette. La plante de ses pieds n'émit pas le moindre bruit sur la pierre lustrée. Elle longea la grande cuisinière à scie brûleur et l'îlot central désert. Son objectif, le chariot en acier inoxydable stationné près de l'entrée de service. Le chariot des rejets. Madame Leroy, la gouvernante en chef, était d'une rigueur inflexible. Tout reste du repas solitaire de M. Dubois ou du déjeuner du personnel devait finir dans le bac à compost. Cependant, le personnel de cuisine, sous l'égide de la bienveillante cuisinière Odette Legrand, avait des oublis providentiels. Un morceau de sandwich, quelques pommes de terre rôties, le fond d'une petite tarte, abandonné sur une assiette et recouvert d'une feuille d'aluminium. Il laissait cette offrande pendant 1 heure, à tout hasard, si M. Dubois avait une fringale nocturne. Il n'en avait jamais. Chloé le savait. Elle savait aussi qu'à 21h15 précise, Madame Leroy ferait sa ronde, inspecterait le chariot, et avec une exaspération non dissimulée, jetterait tout à la poubelle. Les mains de Chloé étaient moites. Elle l'aperçut. Un petit ramequin de gratin de pâte, à peine entamé. Provenant du repas du personnel. Les larmes lui montèrent aux yeux. Le gratin de pâte était son plat préféré. Juste à côté, 2 petits pains, durs comme de la brique, mais du pain tout de même. Elle s'empara du ramequin. Froid. Peu importait. Elle s'apprêtait à porter à sa bouche une première bouchée avec ses doigts lorsqu'une silhouette immense l'enveloppa. L'interrupteur claqua. La lumière crue de la cuisine inonda la pièce. Chloé se pétrifia. Le bol lui échappa des doigts inertes et se brisa sur le sol dans un fracas retentissant. Une marée de pâte crémeuse s'étala sur le carrelage immaculé. Dans l'encadrement de la porte se tenait un homme. Grand, non pas en costume, mais enveloppé dans une épaisse robe de chambre bleu nuit. Ses cheveux, denses et argentés, encadraient un visage où se lisait une immense fatigue. C'était M. Jean-Pierre Dubois, le maître des lieux, le propriétaire de l'empire qui employait sa mère, l'homme qu'il ne fallait, sous aucun prétexte, jamais déranger. Le cœur de Chloé battait une sarabande effrénée contre ses côtes.
L'air lui manquait. Elle était faite. Jean-Pierre Dubois observait la scène, son esprit embrumé peinant à analyser la situation. 40 années qu'il habitait cette demeure, moins un foyer qu'un mausolée à sa propre existence. Un lieu grandiose et mort, autrefois vibrant des rires de son épouse Monique et de leur fils Olivier. Désormais, il n'y avait plus que lui et des domestiques se déplaçant avec la discrétion des spectres. L'insomnie était sa compagne fidèle. Le sommeil, un territoire ennemi rarement conquis. Ce soir, le silence de la bâtisse était plus assourdissant que n'importe quel vacarme. Il était dans son bureau, une pièce lambrissée de bois sombre, aux étagères chargées de livres qu'il n'ouvrait plus. Sur le bureau, une photo encadrée de Monique. Son absence était une douleur physique, un vide qui faisait écho à celui des murs. Il avait pris une décision inédite depuis des lustres, aller lui-même à la cuisine se faire un lait chaud. Il avait descendu le majestueux escalier courbe, ses chaussons de cuir feutrés sur le tapis épais. Il avait traversé la salle de bal, obscure et caverneuse. Il avait longé la salle à manger d'apparat, la table dressée pour 12 convives fantômes. Il parvint à l'aile des cuisines. Il détestait cette partie de la demeure. Le royaume de Madame Leroy. Une femme austère, recrutée après le décès de Monique. Elle gérait les lieux avec une poigne de fer. Jean-Pierre appréciait cette efficacité, elle lui évitait d'avoir à penser. Il avait poussé la lourde porte, s'attendant au noir complet. Et il avait vu cette petite silhouette, un enfant, penché sur le chariot. Une petite fille aux cheveux clairs. Un instant, il se crut victime d'une hallucination. Un fantôme, peut-être. Le souvenir de sa petite fille, qui vivait un océan plus loin et ne venait presque jamais. Puis le bol était tombé. Le bruit de la faïence se brisant sur la pierre était brutal. C'était bien réel. La fillette, comprit-il, était morte de peur. Arc-boutée contre le chariot, les yeux rivés sur le désastre à ses pieds. Elle avait l'air d'une bête traquée. Vous, articula Jean-Pierre, sa voix éraillée par le silence. Que faites-vous ici? Chloé était incapable de répondre. Son cerveau était un chaos d'injonctions contradictoires. Fuis. Cache-toi. Excuse-toi. Ne pleure pas. Maman va perdre son travail. On va être expulsé. Plus d'argent pour les médicaments. Elle agit par pur instinct. Tombant à genoux, elle se mit à ramasser frénétiquement les pâtes souillées, essayant de les remettre dans le bol brisé avec ses mains nues. Pardon, gémit-elle, les mots s'étranglant dans sa gorge. Je vais tout nettoyer. Tout de suite. Je vous en prie. Ne dites rien à Madame Leroy. Je vous en supplie, monsieur. Jean-Pierre la contemplait. Pas de dégoût. De la confusion. L'enfant était secoué de tremblements. Ses petites mains étaient rougies, barbouillées de sauce. Elle ne le regardait pas, obsédée par la tache sur le sol. Son dos frêle était agité de sanglots contenus. Il remarqua ses habits. Propres, mais élimés. Ses baskets roses étaient trouées au bout. Ce n'était pas sa petite fille. Sa petite fille croulait sous les jouets. Cet enfant était d'une maigreur inquiétante. Cessez, dit-il. Sa voix était plus douce, mais n'avait rien perdu de l'autorité de celui qui n'a pas l'habitude d'être désobéi. Chloé s'immobilisa, les mains pleines de nourriture froide. Quel est votre nom? Demanda Jean-Pierre. Elle leva enfin les yeux, le visage maculé de larmes et de sauce. Je m'appelle Chloé, monsieur. Chloé Dubois. Dubois. Jean-Pierre fouilla sa mémoire. La fille de Manon Dubois. Manon, l'employée discrète, au regard mélancolique, qui faisait toujours briller l'argenterie de la bibliothèque. Il l'avait déjà croisée, bien sûr. Un salut distant. Une employée modèle. Madame Leroy elle-même avait loué son travail, un fait rarissime. Mais il ignorait totalement l'existence de cet enfant. C'est cela? Oui, monsieur, souffla Chloé. Et votre mère, où est-elle? Elle travaille, répondit Chloé sur-le-champ. En haut. Elle travaille très dur. Elle m'a dit de rester dans la salle de repos du personnel. De ne pas faire de bruit et de ne toucher à rien. La salle de repos du personnel se trouve à l'autre bout du sous-sol, constata Jean-Pierre.
Son esprit était un mécanisme de précision. Vous n'êtes pas dans la salle de repos. Chloé se recroquevilla. J'avais faim. Ces mots, suspendus dans l'air, étaient d'une simplicité et d'une violence inouïe. Jean-Pierre Dubois avait piloté des OPA hostiles. Il avait tenu tête aux syndicats les plus virulents. Il avait mis sa femme en terre. Mais jamais, en 68 ans d'existence, un enfant ne lui avait avoué avoir faim dans sa propre cuisine. Je vois, dit-il lentement. Son regard passa des petits pains sur le chariot au bol éclaté. C'est donc ce que vous mangiez. Des rebuts. On allait le jeter, expliqua Chloé, cherchant désespérément sa compréhension. Madame Leroy jette tout à 21h15. Je ne volais pas. J'attendais seulement la poubelle. Je vous en prie, M. Dubois. Ma maman, ce travail est vital pour elle. Elle est malade. Elle. Chloé serra les lèvres. Elle avait trop parlé. Règle numéro 1 de sa mère, ne jamais parler de nos problèmes. Nous allons bien. Nous sommes pleines de gratitude. Malade? Insista Jean-Pierre, sa curiosité devenue une pointe douloureuse. Mais Chloé s'était murée dans le silence. Une petite statue de terreur, agenouillée dans une mare de nourriture refroidie. Avant que Jean-Pierre ne puisse ajouter un mot, une autre voix, tranchante, fendit l'air. Que se passe-t-il ici? Madame Leroy se tenait sur le seuil de l'autre porte, celle qui donnait sur le hall d'honneur. Grande, anguleuse, dans son uniforme noir amidonné. Ses cheveux gris, tirés en un chignon si tendu qu'il lui étirait les traits. Elle tenait un grand sac poubelle noir. Elle venait pour le chariot. Son regard expert analysa la scène en une fraction de seconde. M. Dubois en robe de chambre, l'air contrarié. L'enfant à genoux. Le désastre sur le sol. Son visage, habituellement cireux, s'empourpra. Vous. Siffla-t-elle, un index accusateur pointé sur Chloé. J'en étais sûr. Chloé se releva d'un bond et recula jusqu'à être plaquée contre le réfrigérateur. Madame Leroy, dit Jean-Pierre d'une voix grave. M. Dubois, je suis navré que vous ayez à subir un tel spectacle, déclara la gouvernante, la voix vibrante de colère contenue. Cela fait des semaines que je suspecte des disparitions de nourriture. Je pensais à l'un des veilleurs de nuit, mais c'était elle. Elle marcha sur Chloé. Petite vermine, petite voleuse, qui mord la main qui nourrit sa mère. Je vous expulse toutes les deux sur le champ. Et j'appelle la gendarmerie. Madame Leroy, il suffit, tonna Jean-Pierre. Monsieur, elle a violé le règlement. Elle n'a rien à faire dans la cuisine principale. Elle vole votre nourriture. C'est une enfant, répéta Jean-Pierre, les mots glacials et définitifs. C'est une délinquante, répliqua Madame Leroy. Et sa mère, Manon, qui l'amène ici, qui la laisse sans surveillance. C'est inadmissible. Je vais chercher Manon sur le champ. Elle fera ses bagages. Vous ne ferez rien de la sorte, ordonna Jean-Pierre. Madame Leroy se figea. Jamais M. Dubois ne lui avait parlé sur ce ton. Jamais. Elle se retourna, stupéfaite. Monsieur? Je m'entretiens avec cette jeune fille, dit Jean-Pierre. Retournez à votre bureau. Mais M. Dubois, ce gâchis. Le règlement. Le gâchis se nettoie, dit Jean-Pierre, son regard fixé sur le visage livide de Chloé. Le règlement attendra. Allez-vous-en. Madame Leroy parut avoir reçu une gifle. Son visage redevint blême. Elle serra le sac poubelle contre elle comme un bouclier. Elle jeta un dernier regard venimeux à Chloé. Puis, sans un mot, elle tourna les talons et quitta la pièce. Sa démarche raide était une insulte. Le silence retomba sur la cuisine, seulement troublé par le ronronnement du congélateur. Jean-Pierre expira longuement. Il regarda Chloé, toujours tremblante. Il regarda la nourriture répandue. Bien, dit-il, sa voix résonnant étrangement dans la pièce immense. Il est temps de nettoyer tout ça. Il se dirigea vers le grand évier professionnel, décrocha une lavette propre et l'humidifia. Il revint et posa un genou à terre,
grimaçant sous la protestation de ses articulations. Il s'agenouilla sur le carrelage froid, juste à côté du gratin. Chloé le regardait, médusée. L'homme le plus riche qu'elle puisse imaginer était à genoux, prêt à nettoyer le désordre qu'elle avait causé. « Non, monsieur, souffla-t-elle. C'est à moi de le faire. C'est ma faute. »« Faisons-le ensemble, » répondit Jean-Pierre. Il commença à ramasser la sauce poisseuse. Il la regarda. « Allez, ramassez les morceaux de faïence. » Timidement, Chloé s'agenouilla près de lui. Ensemble, le milliardaire et la fille de la femme de chambre commencèrent à collecter les fragments du bol brisé. En se penchant pour ramasser un éclat, la manche de Chloé glissa, dévoilant son poignet. Jean-Pierre le remarqua. Fin, délicat comme celui d'un oisillon. Et dans son autre paume fermée, elle serrait un objet sombre, une sorte de petite médaille de bronze. Cela semblait ancien. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il doucement. Chloé rabattit vivement sa manche, dissimulant sa main. « Rien du tout, monsieur. Mon porte-bonheur. Laissez-moi voir. » Elle hésita, les injonctions de sa mère tourbillonnant dans sa tête. Ne pas déranger M. Dubois. Ne pas prendre d'initiative. Mais il le demandait. Avec une lenteur infinie, elle ouvrit sa main. Ce n'était pas un bouton. C'était un insigne. Un insigne militaire en bronze, usé par le temps, représentant un aigle aux ailes déployées, ses serres tenant un petit drapeau. Jean-Pierre se pencha. Il connaissait ce symbole. C'était un insigne remis aux familles de soldats héroïques. Son propre père en possédait un, relégué au fond d'une malle. D'où vient-il ? demanda-t-il, sa voix soudainement chargée d'une nouvelle intensité. De mon grand-oncle, murmura Chloé. L'oncle de maman. Il était soldat. Il y a très longtemps. Un soldat, répéta Jean-Pierre, son regard allant du petit insigne belliqueux à la petite fille affamée. Il se releva, les genoux douloureux. Il était descendu pour un verre de lait. Il avait trouvé une voleuse, une enfant, et une énigme. « Suivez-moi, dit-il. » Le cœur de Chloé fit un bond. « Où ça ?»« Pas chez Madame le Roi, » la rassura-t-il, décelant la panique dans ses yeux. Il indiqua une petite table en bois dans un angle de la cuisine, là où le personnel déjeunait parfois. « Asseyez-vous là. » Chloé s'exécuta, se perchant à l'extrême bord du tabouret. Jean-Pierre se dirigea vers l'immense chambre froide. Il en ouvrit la porte. La lumière crue qui s'en échappa révéla des étagères pléthoriques, fromages, fruits, viande, plats sous film étirables. Il balaya les rayons, ignorant les créations complexes de la haute gastronomie. Il trouva son butin. Il saisit un grand plat en céramique. Il le porta jusqu'au micro-ondes, un appareil qu'il était quasi certain de n'avoir jamais utilisé, et déchiffra les commandes. Un instant plus tard, il déposait un bol fumant sur la table devant Chloé. Du gratin de pâtes. Tiré de son propre dîner, concocté par son chef privé. Un gratin aux 3 fromages d'exception. Mangez, ordonna-t-il. Ce n'était pas une suggestion. Chloé fixait le bol. La vapeur montait. Le fromage dorait. Elle leva vers lui des yeux écarquillés d'incompréhension. « Monsieur ? Vous avez faim. » « Mangez, » insista Jean-Pierre. Il prit l'un des petits pains durs du chariot. Avec ceci. Il sortit une motte de beurre du réfrigérateur et un couteau. Beurrez-le. Lentement, comme si elle redoutait un piège, Chloé empoigna la cuillère. Elle prit une bouchée minuscule. C'était chaud. Divin. C'était la chose la plus délicieuse qu'elle ait jamais mangée. Sa faim, jusqu'alors une douleur sourde et froide, se déchaîna. Elle enchaîna les bouchées, de plus en plus vite. Jean-Pierre l'observait. Elle mangeait avec une voracité désespérée, mais aussi une curieuse et instinctive retenue. Sans un bruit. Sans une éclaboussure. Elle vida le bol en moins de 3 minutes. Puis elle dévora le petit pain, les miettes tombant sur ses genoux. Une fois fini, elle releva la tête, les joues roses. « Merci, » chuchota-t-elle. « Je vous en prie, » dit Jean-Pierre. Il prit la chaise en face d'elle.
La petite table semblait un îlot de fortune au milieu de l'océan silencieux de la cuisine. « Bien, dit-il en se penchant. Maintenant, vous allez tout me raconter. Pourquoi la fille de Manon Dubois se terre dans ma cuisine pour manger les poubelles? Et vous allez me parler de votre mère. La vérité. Intégralement. » Chloé regarda le bol vide. La nourriture avait rallumé une flamme en elle. La peur était toujours là, un nœud de glace au creux du ventre, mais moins aigu. Le regard de M. Dubois n'était pas celui, haineux, de Madame Leroy. Il était lourd de sens, comme les ouvrages anciens de son bureau. « Si je vous dis tout, murmura-t-elle, vous ne renverrez pas ma maman ?» Jean-Pierre pesa ses mots. Il était un homme de parole. « Je ne prendrai ma décision qu'une fois que je connaîtrai tous les faits, dit-il, sa voix ferme mais dénuée de méchanceté. Cependant, je n'ai pas pour habitude de me séparer de mes bons employés. Et votre mère en est une. » Chloé inspira, une bouffée d'espoir comme elle n'en avait pas connu depuis des mois. « Maman est malade, monsieur, commença-t-elle, d'une voix à peine perceptible. Elle essaie de le cacher, mais la nuit, dans notre appartement, elle tousse sans arrêt. C'est très fort. Elle est si fatiguée qu'elle s'endort dans le bus. Parfois, elle s'endort en faisant la cuisine. De quoi souffre-t-elle? Demanda Jean-Pierre. Les poumons, dit Chloé. C'est à cause de la fumée. Notre ancien immeuble a brûlé. Il y a longtemps. Avant qu'on arrive ici. Elle a fait sortir tout le monde de notre étage. Elle est retournée chercher le chat de Madame Dupont. Elle a respiré beaucoup de fumée. Chloé triturait ses mains sur ses genoux. Le médecin dit que ses poumons sont marqués, comme des cicatrices. Ils ne fonctionnent plus très bien. Et maintenant? Il y a autre chose. Une nouvelle maladie. On appelle ça la fibrose. Jean-Pierre acquiesça lentement. Le terme lui était familier. C'était grave. Et coûteux. Elle a des médicaments, poursuivit Chloé, son débit s'accélérant. Des pilules roses et un inhalateur bleu. Mais le médecin a dit qu'il lui fallait un traitement spécial. Il a dit que ça coûtait plus cher qu'une voiture, plus cher que notre appartement. Elle leva vers lui un regard désespéré. On n'a pas cet argent, monsieur. On n'a plus rien. Maman donne toute sa paie à l'hôpital, mais ils envoient toujours des lettres avec des mots en rouge. Ils menacent d'arrêter les médicaments si elle ne paie pas. D'où la nourriture. Conclut Jean-Pierre en désignant le chariot. On mange surtout des flocons d'avoine, avoua Chloé en baissant les yeux. Et du pain. Maman ne dîne jamais. Elle dit qu'elle a mangé ici, mais je sais que c'est faux. La nuit, j'entends son ventre gargouiller quand elle me croit endormie. La honte la submergea de nouveau, brûlante. Je voulais juste qu'elle ait mon repas. Il nous restait une saucisse frite. Je lui ai dit que je n'avais pas faim. Mais en arrivant ici, j'ai senti les odeurs de la cuisine. Je voulais juste goûter. Je suis désolé. Tellement désolé. Vous n'avez pas à être désolé, dit Jean-Pierre, la voix rocailleuse. Une colère sourde, ancienne, montait en lui. Pas contre l'enfant. Contre les lettres rouges. Contre le système. Il regarda le petit poing crispé sur ses genoux. Votre grand-oncle, dit-il pour changer de sujet. L'insigne. Le visage de Chloé s'illumina. La peur et la honte s'évanouirent, remplacées par une étincelle de fierté. Elle rouvrit la main et contempla l'objet de bronze. C'est le grand-oncle Michel, dit-elle. L'oncle Mike de maman. C'était un héros. Racontez-moi. Il a fait la Grande Guerre. Celle des photos en noir et blanc. Maman dit qu'il était incroyablement courageux. C'était un parachutiste. Il sautait des avions. Il est allé en Normandie. Jean-Pierre retint son souffle. La Normandie. Un nom chargé d'histoire. Un lieu pour lequel il avait financé des mémoriaux. Il a sauvé toute son unité, déclama Chloé, récitant une histoire apprise par cœur. Ils étaient encerclés. Les ennemis étaient dans une grande ferme. Et mon grand-oncle, il
Il a fait diversion. Il est sorti à découvert. Il a attiré le feu sur lui pour que ses camarades puissent se replier. Il a été tué, acheva Jean-Pierre. Chloé acquiesça, les yeux embués. Oui, il a été touché, mais il a continué à se battre. Ils ont tous été sauvés, mais lui. Il n'est jamais revenu. Elle caressa l'insigne. Ils ont envoyé ça à mon arrière-grand-mère. Elle l'a donné à maman. Et maman me l'a confié. Elle m'a dit, c'est ça, notre famille, Chloé. On ne recule pas. On aide les autres. Elle m'a dit de le serrer fort quand j'ai peur, pour penser à l'oncle Mike. Jean-Pierre était fasciné par l'insigne. Par la fillette. Un parachutiste, un héros sacrifiant sa vie pour ses hommes. Et son seul héritage était cet enfant de 10 ans, affamé dans un garde-manger, pour que sa mère, une femme qui avait bravé les flammes pour un chat, puisse se soigner. Le silence de la cuisine s'épaissit. Il n'était plus vide. Il était saturé de l'histoire de cet enfant. M. Dubois. Une voix angoissée brisa le charme. Manon Dubois était sur le seuil. Pâle, les cheveux châtains noués à la hâte. Son uniforme était fripé, ses yeux dilatés par la panique. M. Dubois. Monsieur, Madame le roi vient de me prévenir, dit-elle. Son regard allait de l'homme le plus puissant qu'elle connaisse à sa fille. Elle vit le bol vide, d'une qualité évidente. Les miettes. Elle vit Chloé, l'air à la fois terrorisé et rassasié. Son visage se défit. Oh, Chloé, qu'as-tu fait? Manon, dit Jean-Pierre en se levant. Sa stature imposante semblait rétrécir la pièce. Monsieur, je vous demande pardon, s'empressa Manon, les mots se bousculant. Elle connaît le règlement. Elle sait qu'elle doit rester dans le salon. Je devais juste lustrer les parquets de Lélé, j'étais si lasse. Je lui ai dit de lire. Monsieur, je vous en supplie, ne me renvoyez pas. Je paierai ce qu'elle a mangé. Je ferai des heures non payées. Manon. La voix de Jean-Pierre était un coup près. Elle se tut. Les larmes inondaient son visage. Chloé vient de m'exposer la situation, dit Jean-Pierre. Le visage de Manon devint livide. Quelle situation? L'argent? La maladie? Monsieur, je ne sais pas ce qu'elle a pu vous inventer. Ce n'est qu'une enfant. Elle a beaucoup d'imagination. Elle m'a parlé de l'incendie, dit Jean-Pierre. Manon se figea. Elle m'a parlé de vos poumons et des lettres de relance de l'hôpital. Manon Dubois sembla sur le point de défaillir. Elle s'agrippa à l'encadrement de la porte. Monsieur, ce sont mes affaires personnelles. Je n'aurai jamais. Cela ne vous regarde pas. Sa voix était un mélange de désespoir et d'une fierté farouche. Vous travaillez pour moi, rétorqua Jean-Pierre. Vous vivez sous mon toit. Votre fille se cache dans mes réserves parce qu'elle a faim. Je pense que cela me regarde, en effet. Manon était à court de mots. Prise au piège. Démasquée. Maman, dit Chloé en sautant de son tabouret. Elle se jeta contre sa mère, le visage enfoui dans son tablier. Pardonne-moi, maman. J'avais si faim, et je lui ai raconté l'histoire de l'oncle Mike. Oh, Chloé, murmura Manon, caressant les cheveux de sa fille. Elle leva des yeux suppliants vers Jean-Pierre. S'il vous plaît, monsieur, c'est une bonne fille. Je suis une bonne employée. Je ferai n'importe quoi. Jean-Pierre les observa. La mère, malade et digne, luttant pour sa famille. La fille, courageuse et affamée, se raccrochant à la mémoire d'un héros. Il avait bâti sa fortune sur des décisions rationnelles, des chiffres, des bilans. Mais ceci n'avait rien à voir avec les affaires. Manon, dit-il. Premièrement, vous conservez votre poste. Manon s'effondra presque contre la porte, un sanglot de soulagement pur lui échappant. Merci, monsieur. Merci. Deuxièmement, poursuivit Jean-Pierre, Chloé ne mangera plus jamais de reste.
Il se dirigea vers le téléphone mural de la cuisine, la ligne interne. Il composa un numéro à 4 chiffres. Manon et Chloé le regardaient, déconcertés. Une sonnerie. Allô, fit une voix masculine pâteuse de sommeil. Nicolas, dit Jean-Pierre, c'est Jean-Pierre. Debout. Je t'envoie une voiture. Nicolas Girard était son avocat, son homme de confiance. Monsieur, il est près de 22 heures, maugréa la voix. J'en suis conscient, dit Jean-Pierre. Je suis dans ma cuisine avec une employée et sa fille. Fille qui, soit dit en passant, est une descendante d'un parachutiste de Normandie dont la mère est harcelée par un hôpital. Silence à l'autre bout du fil. Harcelée, monsieur? Lettre de relance. Menace de suspension de traitement. La routine. Je veux que tu identifies l'hôpital. Je veux que tu les contactes. L'heure m'est égale. Je veux que tu règles ça. Régler ça, monsieur? Paie la totalité de la dette, dit Jean-Pierre, d'une voix neutre. Intégralement. Et trouve le nom de son médecin. Je veux qu'elle voie le docteur Delacroix à la clinique principale demain. Le meilleur pneumologue du pays. Je l'appellerai personnellement. Le tout sur mon compte personnel. Manon secouait la tête, blême. Monsieur, non, c'est impossible. Je ne peux accepter. C'est de la charité. Jean-Pierre couvrit le micro de sa main. Il la fixa. Madame, dit-il, sa voix glaciale. Votre grand-oncle a chargé l'ennemi pour sauver ses camarades. Vous avez pénétré dans un immeuble en flammes pour sauver un chat. J'ai l'impression que l'entraide est une tradition dans votre famille. Alors, s'il vous plaît, gardez le silence et laissez-vous aider. Il reprit sa conversation. Nicolas, tu prends des notes? Oui, monsieur, répondit la voix, soudain très alerte. C'est comme si c'était fait. Jean-Pierre raccrocha. Il se tourna vers Manon et Chloé. Manon pleurait en silence, la main devant la bouche. Chloé le dévisageait, les yeux ronds. Maintenant, dit Jean-Pierre, parcouru d'une énergie qu'il croyait perdue. L'hébergement. Monsieur? Dit Manon, perdue. Vous ne rentrerez pas à votre appartement ce soir. Pas avec un rendez-vous si important demain matin avec le docteur Delacroix. Et Chloé est à bout de force. Il regarda l'enfant, qui vacillait. Madame Leroy, dit Jean-Pierre, maintient 20 chambres d'amis au 3e étage dans un état de propreté irréprochable. Il regarda Manon. Ce soir, vous et Chloé êtes mes invités. Monsieur, c'est impensable, protesta Manon. Le personnel. Madame Leroy. Elle va devenir folle. Madame Leroy, dit Jean-Pierre, avec l'ébauche d'un sourire glacial, est mon employé. Je présume avoir le droit de recevoir qui je veux dans ma propre maison. Surtout, ajouta-t-il, son regard se posant sur l'insigne de bronze dans la main de Chloé, la famille d'un héros. Il se dirigea vers la porte, leur indiquant de le suivre. Venez. Je vous conduis à vos appartements. Par le grand escalier. Manon Dubois avait l'impression de marcher dans un rêve. Elle serrait la main de Chloé si fort que ses phalanges étaient blanches. M. Dubois les faisait sortir de la cuisine, non par la porte battante de service qu'elles empruntaient toujours, mais par la porte noble qui donnait sur le grand hall. Le château, la nuit, était un autre monde, silencieux. Moins une demeure qu'un musée endormi. Des portraits au cadre lourd et sombre les observaient. Les regards des ancêtres de Jean-Pierre Dubois suivaient cette étrange procession, le milliardaire en robe de chambre, la femme de chambre à l'uniforme chiffonné, et l'enfant aux baskets éculées. Les pieds de Chloé s'enfonçaient dans l'épais tapis bleu nuit. C'était plus doux que tous les lits qu'elle avait connus. Elle avait envie d'ôter ses chaussures, se sentant profanatrice. Manon, elle, était paralysée par une terreur glacée. C'était un sacrilège. Elle était une employée. Du plus bas de l'échelle, le personnel de cuisine. Les halls d'honneur lui étaient interdits, sauf pour le nettoyage. Et le grand escalier, n'en parlons pas. M. Dubois s'y dirigea sans hésiter. L'escalier était une œuvre d'art, une courbe massive de merisier foncé qui s'élançait vers les ténèbres du 2e étage. Monsieur,
chuchota Manon, la voix étreinte. Elle tira sur la manche de sa robe de chambre. Nous pouvons prendre l'escalier de derrière. Celui du personnel. Ce serait plus approprié. Jean-Pierre s'arrêta. Il se retourna vers elle. Son visage était une énigme dans la pénombre. L'escalier du personnel est pour le personnel, Manon, dit-il simplement. Ce soir, vous êtes mes hôtes. Il se retourna et reprit son ascension. Le cœur de Manon cognait dans sa poitrine. Chaque marche sur le tapis moelleux était une entorse au règlement. Le règlement de Madame Leroy. Ce règlement qui garantissait son emploi. La voix de la gouvernante résonnait dans sa tête. Vous n'êtes pas de la famille. Vous êtes à notre service. Connaissez votre place. Elle serra Chloé contre elle. Chloé, elle, était fascinée, bouche bée, par l'immense lustre de cristal qui pendait, sombre et menaçant, 2 étages plus haut. Ils arrivèrent au 2e palier. Un couloir s'étirait, jalonné de portes closes. Les appartements de Jean-Pierre étaient dans l'aile ouest. Les chambres d'amis, dans l'aile est. Comme il s'engageait dans cette direction, une silhouette se matérialisa dans l'ombre. Madame Leroy. Figée comme une statue, les mains croisées. Elle n'était plus rouge de colère. Elle était blême, glaciale, maîtresse d'elle-même. Son regard n'était pas pour M. Dubois. Il était pour Manon. Un regard d'un mépris si pur et si froid que Manon en frissonna. M. Dubois, dit Madame Leroy, sa voix basse mais acérée comme une lame. Il se fait tard. Je terminais ma dernière inspection. Moi de même, Madame Leroy, répondit Jean-Pierre sur un ton badin. Merci. Vous pouvez disposer. La gouvernante ne bougea pas. Son regard glissa vers Chloé, qui tentait de se faire invisible derrière sa mère. Que faites-vous, monsieur? Avec ces gens. Le terme « ces gens » était une insulte en soi. Je conduis mes invités à leur chambre, dit Jean-Pierre. Il fit un geste vers le fond du couloir. La chambre bleue, je crois. La vue sur les jardins y est agréable. Le masque de Madame Leroy se fendit. Un sifflement d'incrédulité lui échappa. Des invités, monsieur? C'est une domestique. Et l'enfant, une voleuse. Les jambes de Manon se dérobèrent. Madame Leroy, je vous en prie, supplia-t-elle. C'était une bêtise, Chloé. Elle volait de la nourriture, Manon, trancha Madame Leroy. Ne le niez pas. Je l'ai prise sur le fait. Et vous, vous étiez au courant. Vous avez laissé faire, dans cette maison. Assez, coupa Jean-Pierre. Sa voix était sourde, mais elle réduisit au silence la diatribe de la gouvernante. Madame Leroy se tourna vers lui. Monsieur, je me dois de protester. Mon devoir est de protéger cette demeure, d'y maintenir un certain standing. Si vous tolérez cela, vous créez un précédent désastreux pour le reste du personnel. C'est une violation de toutes les règles. Elle doit être renvoyée pour vol et violation de propriété. Jean-Pierre s'approcha d'elle. Il la dominait de toute sa hauteur. Il était resté en retrait pendant des années, la laissant régenter sa vie. Mais il n'était pas faible. Il avait bâti un empire. Madame Leroy, comprit-il, avait oublié qui était son employeur. Je connais les règles, Madame Leroy, dit-il, d'une voix dangereusement suave. Mais peut-être ignorez-vous certains éléments de la situation. Voici Manon Dubois et sa fille, Chloé. Je sais qui elles sont, monsieur. Mais vous ne savez pas de qui elles sont la famille, poursuivit Jean-Pierre. Cet enfant est la petite-nièce de Michel Dubois. Madame Leroy fronça les sourcils. Ce nom ne lui évoquait rien. Et alors? Michel Dubois était parachutiste au sein des forces françaises libres, déclara Jean-Pierre, sa voix empreinte d'une nouvelle solennité. Il a sauté sur la Normandie. Il est tombé au combat près de 40 ans en sauvant toute son escouade d'une embuscade. Il a été décoré de la Croix de la Libération. À titre posthume. La bouche de Madame Leroy s'entr'ouvrit. Son insigne, continua Jean-Pierre en désignant Chloé qui le serrait dans sa poche, est ici, dans cette maison. La famille d'un authentique héros de la France est dans cette maison,
et vous les traitez de voleurs. Vous voulez les jeter à la rue en pleine nuit parce qu'un enfant avait faim. Il laissa ces mots infuser. Le silence dans le couloir devint pesant, irrespirable. Et cela, conclut Jean-Pierre, je le trouve inacceptable. Pas vous? Le visage de Madame Leroy était devenu d'une blancheur cadavérique. Elle qui vénérait les règles et les convenances, elle venait d'être publiquement mise du mauvais côté du patriotisme, de l'héroïsme et de son employeur. Elle était battue. Et elle le savait. Non, monsieur, souffla-t-elle. Bien, dit Jean-Pierre. Manon et Chloé sont donc mes invités personnels. Elles seront traitées en conséquence. Elles occuperont la chambre bleue. Je compte sur vous pour veiller à ce qu'elles ne manquent de rien. Nécessaire de toilette, vêtements de rechange, et un petit déjeuner demain matin. Oui, monsieur, articula Madame Leroy. Les mots avaient un goût amer. Parfait. Bonne nuit, Madame Leroy. Jean-Pierre lui tourna le dos, sans attendre son départ. Il se dirigea au fond du couloir et ouvrit une porte blanche. Manon, Chloé, c'est ici. Manon, tremblante, guida Chloé au-delà de la statue de glace humiliée qu'était devenue la gouvernante. Elles entrèrent dans la chambre et Jean-Pierre referma la porte derrière elles. La pièce était immense. Les murs étaient d'un bleu pastel apaisant. Un lit gigantesque, couvert d'oreillers blancs et d'un édredon duveteux, occupait le centre. Une lampe de cristal diffusait une lueur douce sur une table de nuit. De l'autre côté, un petit canapé faisait face à une cheminée de marbre. Chloé lâcha la main de sa mère. Comme une somnambule, elle s'approcha du lit. Elle tendit un doigt et effleura l'édredon. C'était comme toucher un nuage. « Maman » murmura-t-elle. « Regarde. » Manon était restée près de la porte, se tordant les mains. « Monsieur, M. Dubois, c'est bien trop. C'est une chambre de prince. C'est une chambre d'amis, rectifia Jean-Pierre. Il ouvrit un placard. Ma petite fille laisse des affaires ici. Ce sera peut-être un peu grand pour Chloé, mais elle aura chaud. Il y a des pyjamas dans la commode. La salle de bain est par là. Il indiqua une autre porte. Puis il se dirigea vers le secrétaire près de la fenêtre et décrocha le téléphone. Ce téléphone sonnera à 8 heures demain matin, dit-il à Manon. Ce sera mon avocat, Nicolas. Il vous confirmera l'heure du rendez-vous avec le docteur Delacroix. Mon chauffeur personnel, Marc Martin, vous y conduira et vous ramènera. Manon tentait d'assimiler le flot d'informations. Docteur Delacroix, mon chauffeur. C'était un autre univers. Je. Balbutia-t-elle. Monsieur, comment pourrais-je un jour vous rembourser? Jean-Pierre la dévisagea. Son visage était creusé par la fatigue. Ses yeux rougis par les larmes, mais elle se tenait droite. Il y retrouvait la fierté qu'il avait devinée dans le récit de Chloé. La fierté de ceux qui affrontent l'adversité. Il n'y a rien à rembourser, Manon, dit-il. Ce n'est pas une dette. C'est la réparation d'une injustice. La petite nièce d'un homme comme Michel Dubois ne devrait jamais être endettée pour se soigner. Ni dans mon pays, ni, a fortiori, dans ma maison. Il se tourna vers Chloé, qui était assise sur le bord du lit et rebondissait doucement. Quant à vous, dit-il d'une voix presque bourrue. Dormez. Vous en avez besoin. Il se dirigea vers la sortie. M. Dubois, l'interpella Chloé. Il s'arrêta, la main sur la poignée. Merci pour le gratin. Une sensation étrange, inconnue, s'épanouit dans la poitrine de Jean-Pierre. Comme le grincement d'une porte longtemps condamnée qui s'entr'ouvre. C'était peut-être un sourire. Je vous en prie, Chloé, dit-il. Bonne nuit. Il referma la porte, les laissant à leur solitude. Pendant une longue minute, Manon et Chloé restèrent immobiles dans la pièce somptueuse et silencieuse. Seul le râle étouffé de la respiration de Manon troublait le calme. Puis Chloé sauta du lit et courut vers la salle de bain. « Maman, viens voir. La baignoire est aussi grande qu'un bateau. » Manon s'approcha lentement, presque à regret, de la chambre. Elle s'assit sur le bord du lit immense et moelleux. Elle contempla ses mains, rougies et abîmées par les détergents.
Elle contempla le papier peint de soie. Elle avait eu si peur de perdre son emploi, le peu qu'elle possédait. Et en une nuit, tout avait basculé. C'était un conte de fées, mais elle savait que Madame Leroy rôdait encore. La gouvernante n'était pas une femme clémente. Humiliée, elle n'oublierait pas. « Maman, ça va ?» demanda Chloé, revenant de la salle de bain avec un minuscule savon en forme de feuille. « Ça sent les fleurs. » Manon regarda sa fille. Son visage n'était plus exsangue. Ses yeux pétillaient d'émerveillement. C'était donc réel. Au moins pour cette nuit. « Oui, mon cœur, » murmura Manon, enlaçant Chloé. « Je crois. Je crois qu'on va s'en sortir. » Elle trouva le pyjama dans la commode. De la flanelle douce, ornée de petites roses. Il était beaucoup trop grand pour Chloé, mais elle l'enfila, en retroussant les manches et les jambes. Manon, elle, resta dans son uniforme. Elle ne parvenait pas à se dévêtir, à s'autoriser à dormir dans ce lit. Chloé se glissa sous l'épaisse couette. Elle soupira de contentement. « C'est si chaud, maman. » 30 secondes plus tard, elle dormait à poings fermés. Manon resta longtemps assise sur le bord du lit, à la contempler. À observer le rythme paisible de sa respiration. Pour la première fois depuis des mois, Chloé dormait sans son manteau pour se réchauffer. Manon finit par s'allonger sur le dessus de lit, toujours en uniforme. Elle écoutait le silence profond, abyssal, de la demeure des riches. Un silence synonyme de sécurité, de chaleur, d'abondance. Elle toussa, une quinte sèche et douloureuse qui la plia en deux. Mais cette nuit, pour la première fois, cette toux ne la plongea pas dans le désespoir. C'était juste une toux. Et demain, un médecin l'examinerait. Au même moment, dans son bureau, Jean-Pierre Dubois n'était pas couché. Assis dans son fauteuil de cuir, un verre d'eau à la main, il contemplait la photo de sa femme, Monique. « Tu les aurais appréciées, Monique, » dit-il à la pièce vide. « Elles ont du cran. Ce qui manque à cette maison depuis si longtemps. » Il pensait à la petite fille, si courageuse. À l'insigne de bronze, si usée. À la mère, digne et terrifiée. Puis il pensa à Madame Leroy. Ses yeux froids, cruels. Son obsession rigide des règles. C'était lui qui avait laissé faire. Qui avait laissé sa maison devenir un lieu où un enfant préférerait la faim à l'appel à l'aide. Il avait dormi pendant 10 ans, comprit-il. Depuis la mort de Monique. Il n'avait été qu'un fantôme dans sa propre vie. Il saisit son téléphone. Pas pour son avocat. Pour le chef de la sécurité de son groupe. « Stéphane, » dit-il, la voix claire et décidée. « J'ai un problème à mon domicile. Je veux que tu enquêtes sur une de mes employées. Une certaine Madame Leroy. » Oui, la gouvernante. Rapport complet. Compte, passé, tout. Je suspecte des malversations. Il raccrocha. Par la fenêtre, il contemplait les jardins sombres et tentaculaires. C'est terminé, dit-il à la nuit. Terminé. L'aube était grise, indécise. Manon Dubois se réveilla en sursaut. Un instant, elle fut désorientée. La nuque endolorie. Toujours en uniforme. Assise dans un fauteuil, les pieds relevés sur le matelas le plus confortable qu'elle ait jamais connu. Puis la nuit précédente lui revint en un éclair. M. Dubois, la cuisine, le gratin, la chambre bleue. Elle regarda le lit. Chloé était un petit tas au milieu de la montagne de coussins et de couettes. Seule une touffe de cheveux blonds dépassait. Elle respirait profondément, le visage détendu. Elle avait chaud. Elle était en sécurité. Une vague de culpabilité submergea Manon. Épuisée, elle s'était assise dans ce fauteuil juste 1 minute, pour veiller sur Chloé. Et s'était endormie. Elle se leva, les articulations craquantes. La chambre était silencieuse. Elle fit le tour du regard. C'était bien réel. Le papier peint de soie, les lourds rideaux, la lampe de cristal. Tout. Une nouvelle angoisse la saisit. Et maintenant ? Que allait-il se passer ? M. Dubois n'avait-il pas changé d'avis pendant la nuit ? Madame Leroy n'était-elle pas en bas, en train de préparer sa vengeance ?
Au moment où cette pensée la traversa, un doux bip électronique retentit du bureau. Manon sursauta. Le téléphone. Elle s'approcha à pas de loup et décrocha, la main tremblante. Allô, chuchota TL. Madame Dubois? Manon Dubois? La voix était masculine, assurée. Oui, c'est moi. Bonjour. Je suis Nicolas Girard, le conseil personnel de M. Jean-Pierre Dubois. Le sang de Manon se figea. Conseil. Avocat. L'affaire était sérieuse. Un problème? Absolument pas, Madame Dubois, dit la voix, bienveillante. Je vous appelle simplement pour confirmer votre programme. M. Dubois a organisé pour vous un rendez-vous ce matin avec le docteur Philippe Delacroix à la clinique régionale Saint-Martin. Le rendez-vous est à 9h30. Une voiture vous attendra, vous et votre fille, à l'entrée principale à 9h. Manon tenta de mémoriser. La clinique régionale Saint-Martin. Mais je ne peux pas. Madame Dubois, reprit Nicolas doucement, je vous prie de ne vous soucier de rien. L'intégralité des frais, consultations et traitements à venir, est prise en charge par le bureau privé de M. Dubois. Votre seule tâche est d'être à la porte à 9h. Mais ma fille, Chloé. Chloé peut bien évidemment vous accompagner. Le cabinet du docteur Delacroix est très accueillant. Merci, murmura Manon. Merci, monsieur. C'est tout naturel. Bonne journée, Madame Dubois. La communication fut coupée. Manon reposa le combiné. Elle le fixa. Une voiture. À l'entrée principale. On frappa doucement à la porte. Manon se pétrifia. Le cœur au bord des lèvres. Madame Leroy. C'était elle. Venue les chasser. Qui est là? Appela Manon d'une voix mal assurée. C'est juste Léa, madame, répondit une jeune voix. Manon fronça les sourcils. Léa. La nouvelle femme de chambre. Madame? Manon entr'ouvrit la porte. Une jeune femme en uniforme noir et blanc impeccable se tenait là, poussant un chariot rutilant. Ce n'était pas Léa. Une autre jeune employée. Elle devait avoir 19 ans, les yeux grands et un peu craintifs. Bonjour, madame, chuchota TL. M. Dubois. Il a fait monter ceci pour vous. Et pour la petite. Elle fit entrer le chariot dans la pièce, couvert de cloches en argent. Je ne comprends pas, dit Manon. La jeune fille souleva une cloche. Dessous, une assiette d'œufs brouillés moelleux, de bacon et de toast. Une autre révélait un bol de fraises bien rouges. Une cafetière de café, une petite carafe de jus d'orange, et une tasse de chocolat chaud. M. Dubois, expliqua la femme de chambre avec un regard circulaire, a appelé la cuisine lui-même. À 7h. Madame Leroy. Elle n'était pas ravie. La jeune fille esquissa un minuscule sourire complice. Il a dit que vous deviez avoir tout ce dont vous aviez envie. Oh, fut tout ce que Manon put articuler. Chloé. Manon alla secouer doucement l'épaule de sa fille. Chloé, debout. Chloé grogna et s'enfuit davantage. Non, maman. Il fait froid. Chloé, il faut que tu vois ça. Lentement, Chloé émergea, les cheveux en bataille. Elle se frotta les yeux. Son regard tomba sur le chariot. Ses yeux s'arrondirent. Maman, souffla TL. On est morte et on est au paradis? Presque, dit Manon, un rire nerveux lui échappant. C'est le petit déjeuner. Chloé bondit hors du lit, s'en mêlant dans son pyjama trop long. Elle courut au chariot et resta là, en adoration. Du chocolat chaud. Mange, mon trésor, dit Manon, la gorge nouée. Mange vite. On doit se préparer. Une voiture nous attend. À 9h tapante, Manon, vêtue de son seul pantalon de ville et d'un chemisier propre lavé à la hâte dans le lavabo, sortit de l'ascenseur dans le hall d'entrée. Chloé, agrippant l'insigne de son grand-oncle, lui tenait la main.
Le hall était un échiquier de marbre noir et blanc. Madame Leroy était là. Debout près du bureau d'accueil, elle triait le courrier. Elle ne leva pas la tête. Ne leur accorda pas un regard. Son ignorance était ostentatoire. Son dos raide, un mur de mépris. Le courage de Manon l'abandonna. Elle se sentit à nouveau insignifiante. Une imposture. Mais à cet instant, les lourdes portes de chêne s'ouvrirent. Un homme en costume sombre et casquette de chauffeur apparut. « Madame Dubois », dit-il d'une voix respectueuse. « La voiture est à votre disposition. » Manon inspira profondément. Elle regarda le dos de Madame Leroy. Elle serra la main de Chloé. « On ne recule pas. »« Merci », dit-elle d'une voix assurée. Elle passa devant la gouvernante, devant les portraits ancestraux, et sortit dans la lumière vive et froide du matin. La clinique régionale Saint-Martin n'avait de clinique que le nom. C'était un édifice de verre et d'acier aux allures de musée d'art contemporain. Nul temps d'attente. Nul formulaire. Elles furent accueillies par une hôtesse. « Madame Dubois, nous vous attendions. Le docteur Delacroix va vous recevoir. » On les conduisit dans un vaste bureau silencieux. Un homme au visage doux, aux cheveux argentés et lunettes fines, se leva. « Manon, je suis Philippe Delacroix. Enchanté de vous rencontrer. » Il lui serra la main. Puis, à la stupéfaction de Manon, elle vit M. Dubois. Assis dans un fauteuil d'angle, vêtu d'un impeccable costume gris anthracite. Il ne s'était pas contenté de les envoyer. Il était venu. « Monsieur », balbutia Manon. « Vous êtes là. » « Évidemment, » dit Jean-Pierre, comme si c'était une évidence. « Je tenais à entendre l'avis de Philippe. »« Voici ma fille Chloé », ajouta-t-elle, comme on présente un membre de sa famille. Chloé, qui se dissimulait derrière Manon, esquissa un petit geste de la main. L'heure suivante fut consacrée à l'examen de Manon. Le docteur Delacroix fut d'une patience et d'une minutie extrême. Nouvelle radiographie. Test de capacité respiratoire. Il étudia les dossiers de l'ancien hôpital de Manon, qui l'attendait déjà sur son bureau. Enfin, il les réunit. « Bien, Manon, dit-il. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes une femme très résiliente. La mauvaise, c'est que vos poumons ont beaucoup souffert. L'inhalation de fumée a provoqué des lésions cicatricielles importantes. Et cette nouvelle infection. Vous souffrez de fibrose pulmonaire. À un stade avancé. » Manon porta la main à sa bouche. Elle s'en doutait, mais l'entendre formuler dans ce cadre luxueux et aseptisé le rendait irrévocable. Cependant, poursuivit le docteur Delacroix en levant la main, la situation n'est pas désespérée. Votre précédente clinique ne se trompait pas sur le nouveau traitement. C'est une molécule spécifique, couplée à une thérapie respiratoire intensive. C'est extrêmement efficace pour stopper la progression des lésions, voire, dans certains cas, les inverser. Le prix, murmura Manon, les yeux noyés de larmes. Le prix, intervint M. Dubois, n'est pas un sujet. Il n'a pas à être discuté. Ce n'est pas votre problème. Il se tourna vers le médecin. Philippe, que lui faut-il? Commencez la thérapie immédiatement, dit le docteur Delacroix. Dès aujourd'hui. Et du repos. Son organisme est à bout. Elle ne peut plus travailler. Elle doit éviter tout stress. Ce sera le cas, affirma Jean-Pierre. Il se leva. Manon, votre contrat de travail à mon domicile est modifié. À compter de ce jour, vous êtes en congé maladie de longue durée, intégralement rémunéré. Votre seule tâche est de vous soigner. Cet homme, dit-il en posant la main sur l'épaule du docteur Delacroix, est le meilleur. Vous suivrez ses instructions à la lettre. Compris? Manon regardait le médecin, puis le milliardaire. Elle était submergée. Une année de peur, de lettres de relance, de privation. Tout s'effondrait. Incapable de parler, elle acquiesça, des larmes silencieuses roulant sur ses joues. Bien, dit Jean-Pierre. Chloé et moi allons prendre un. Que mangent les enfants? Un pain au chocolat. Nous allons chercher un pain au chocolat à la cafétéria. L'infirmière va venir s'occuper de vous, Manon.
Il posa une main douce sur l'épaule de Chloé. Viens, Chloé. Laissons ta mère travailler à sa guérison. De retour au château, des heures plus tard, Jean-Pierre était dans son bureau. Le soleil déclinait. Manon était rentrée, se reposant dans la chambre bleue après une première séance de traitement. Chloé dormait sur le canapé du bureau, l'insigne serré dans sa main. On frappa. Entrez. Son chef de la sécurité, Stéphane Mercier, apparut. Un homme grand, efficace. Il tenait une fine chemise bleue. Vous avez bien fait d'insister, monsieur, dit Stéphane d'une voix basse. Je n'ai fait que gratter la surface depuis quelques heures. Mais c'est déjà édifiant. Jean-Pierre lui indiqua un siège. Je vous écoute. Madame le roi, commença Stéphane, n'est pas seulement une despote. C'est une escroc. Il ouvrit la chemise. J'ai commencé par les comptes de la maison, comme vous l'avez demandé. Les fournisseurs. Depuis des années, elle surévalue systématiquement les commandes. Nourriture, linge de maison, produits d'entretien. Des dizaines de milliers d'euros par mois. Et où va la marchandise? Demanda Jean-Pierre, glacial. Nulle part. Les commandes sont fictives. Elle valide les factures, la maison paie, et les fonds sont virés sur le compte d'une société écran. Prestige Home Solutions. J'ai remonté la piste du compte. Il est à son nom. Les phalanges de Jean-Pierre blanchirent sur les accoudoirs de son fauteuil. Pendant toutes ces années de deuil, de solitude spectrale, elle l'avait pillé. Ce n'est pas tout, poursuivit Stéphane. Les heures supplémentaires du personnel. Elle les falsifie. Ajoute des heures à des employés à temps partiel qui n'osent rien dire, et empoche la différence. Elle les terrorise, menace de les licencier à la moindre question. Manon Dubois était une cible parfaite. Pas de mari, un enfant malade. Elle savait que Manon ne protesterait jamais. La rage qui saisit Jean-Pierre était froide, pure. Ce n'était pas l'argent. Il en avait plus qu'il ne pourrait jamais en dépenser. C'était l'affront, la cruauté. Elle avait transformé sa demeure en un lieu de terreur. Elle avait laissé un enfant souffrir de la faim pour protéger son misérable petit trafic. Stéphane, dit Jean-Pierre, la voix blanche. Amenez-la-moi. Immédiatement. Monsieur? Ne la laissez rien emporter. Pas un coup de fil. Amenez-la-moi. Bien, monsieur. 5 minutes plus tard, Madame le roi entrait dans le bureau. L'air agité. On l'avait clairement dérangé. Monsieur, c'est tout à fait inhabituel. Votre homme. Asseyez-vous, coupa Jean-Pierre. Elle s'assit, le dos droit comme un i. Monsieur, je dois vous informer que le personnel est en ébullition. Votre décision de loger les Dubois. C'est le chaos. Léa, la nouvelle, parle de plateau repas. C'est une rupture totale de. Le compte en banque de Prestige Home Solutions, dit Jean-Pierre. Madame le roi se tut. La bouche bée. Son visage se vida de son sang. Je ne vois pas de quoi vous parlez, monsieur. Jean-Pierre fit glisser la chemise sur le bureau. Tout est là, Madame le roi. Les fausses factures, la société écran, les heures supplémentaires détournées. Le vol. La gouvernante regarda la chemise comme si elle contenait un serpent. Elle se mit à trembler. Monsieur, c'est un malentendu, balbutia-t-elle, la voix devenue suraiguë. Le coût de la vie. Vous êtes si riche. Je vous ai consacré 10 ans de ma vie. J'ai tenu cette maison. Vous l'avez mise à sac, gronda Jean-Pierre. Vous avez bâti un royaume pathétique sur le vol, et vous l'avez gouverné par la peur. Vous avez harcelé une femme malade. Vous avez laissé une enfant de 10 ans se nourrir dans une poubelle. Il se leva, la surplombant. Estimez-vous heureuse que je n'appelle pas les gendarmes? Estimez-vous heureuse que je veuille simplement vous voir disparaître? Il désigna des documents sur son bureau. Voici une confession et un engagement de remboursement. Vous signez. Tout ce que vous avez volé sera saisi sur vos comptes et votre retraite. Stéphane vous raccompagnera ensuite à votre voiture. Vous prendrez votre sac à main.
Rien de plus. Le reste de vos possessions sera incinéré. Monsieur, pitié, implora-t-elle, les yeux fous de panique. Ma réputation. Où vais-je aller? Dehors. Le cri résonna dans le bureau. Chloé s'agita sur le canapé, mais ne se réveilla pas. Madame Leroy, anéantie, signa les documents d'une main tremblante. Stéphane s'avança, la saisit par le bras et la souleva de sa chaise. « Attendez, dit Jean-Pierre. » Ils s'immobilisèrent. « Vous rédigerez des excuses écrites et complètes à Manon Dubois, dit Jean-Pierre. Et des excuses au reste du personnel. Stéphane veillera à ce que vous le fassiez. » « Oui, monsieur, sanglota-t-elle. Il la regarda se faire emmener. Il se rassit. Le château était enfin, véritablement, silencieux. Un mois plus tard, le château était méconnaissable. Les lourds rideaux avaient été décrochés, laissant la lumière d'hiver inonder les pièces. Des fleurs fraîches ornaient les vases. Le personnel, augmenté et gratifié d'une prime, se déplaçait avec une légèreté nouvelle. Manon Dubois, guérie, le visage épanoui, arpentait les couloirs, un porte-bloc à la main. Elle était la nouvelle intendante. Jean-Pierre avait été sans détour. « Je n'ai pas besoin d'une gardienne de prison, Manon. J'ai besoin d'une maîtresse de maison. De quelqu'un qui sait ce qu'est la bienveillance. Les comptables vous formeront à la gestion. Vous réapprendrez à cette maison à être un foyer. » Terrifiée, elle avait accepté. Elle trouva Jean-Pierre sur la terrasse arrière, lisant son journal. Chloé était là aussi. Assise à même la pierre, la langue entre les dents, elle lustrait l'insigne de bronze de son grand-oncle. « M. Dubois, dit Manon. Jean-Pierre, la reprit-il. Il y tenait. Jean-Pierre, dit-elle avec un sourire. Les nouveaux voilages pour l'ailé sont arrivés, et le chef demande si vous et Chloé dînerez avec lui. Avec le plus grand plaisir, dit Jean-Pierre. Chloé accourut, brandissant l'insigne. Il scintillait. Regarde, il est tout propre, il brille. Jean-Pierre prit l'objet. Il regarda l'aigle aux ailes fières. Il regarda la petite fille courageuse qui avait connu la faim. Il regarda sa mère, qui n'était plus malade ni craintive. Ton grand-oncle, dit Jean-Pierre, la voix étranglée par l'émotion, serait immensément fier de toi, Chloé. Maman dit que je suis courageuse, comme lui, dit Chloé. Tu le es, dit Jean-Pierre en lui rendant l'insigne. Il regarda Manon, puis le château qui, enfin, revivait. Vous l'êtes toutes les deux. Vous nous avez sauvés. Chloé rayonna, puis partit en courant après un écureuil. Manon s'assit sur le banc à côté de Jean-Pierre. Ils regardèrent la petite fille courir, ses cheveux blonds flottant derrière elle. Le son de son rire était la note la plus claire du jardin. Et pour la première fois depuis une éternité, cette note sonnait parfaitement juste.